Yann Le Jolivet, vous parlez en début de plénière de cette soirée en 3 actes. Premier acte avec les 2 conférences, deuxième acte l'intervention d'Emmanuel Macron. Et nous allons à présent lancer un petit sonore pour entamer la 3e partie de votre plénière de l'UE 35, la conférence de Marc Toiti qui était avec nous tout à l'heure et que je vous demande à nouveau d'applaudir. Il va venir nous rejoindre sur scène. Voilà, c'est à vous. C'est à moi. Bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir plutôt. Je suis un peu fatigué là, c'est fatigant votre soirée là, franchement. Moi aussi d'ailleurs j'ai fait l'aller-retour exprès aujourd'hui là, c'est quoi cette affaire? Je pars à Poitiers tout à l'heure. C'est vrai, il part à Poitiers. Alors les remerciements également à Marc Toiti. Je vais en voiture à Poitiers après parce que j'ai une conférence demain matin. Bref, qui connaît et qui apprécie particulièrement le territoire brétilien. Exactement, complètement. Et tout à l'heure, il va vous dédicacer, si vous le souhaitez, son bouquin. Avec grand plaisir. Bah, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous ce soir, évidemment, pour parler. On va essayer de prendre du recul. On va voyager énormément, tout en restant là, bien sûr, pour voir. Puis là, moi, j'ai rien à vendre, je me présente pas pour l'instant, etc. Donc, je vais vous dire la vérité. Voilà, ce qui est effectivement très important. Ce qui est en train de nous arriver, ce qui va nous arriver en 2017, d'un point de vue économique, parce que c'est ça qui compte pour vous. Et évidemment, n'ayez pas peur de tout ce que vous entendez à droite, à gauche. Les crises font partie de la vie économique et surtout, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Ce qui veut dire que celui qui, pendant la crise, baisse les bras, celui-ci est sûr de perdre. Alors que celui qui va oser, parce qu'il faut oser, regarder vers l'avenir, innover, investir, ce qui est votre cas bien sûr, alors celui-ci, il n'est pas sûr de gagner parce qu'il n'est jamais sûr de gagner, mais au moins il a une grande chance de gagner. Je pense que c'est un des grands messages que je vais vous laisser effectivement aujourd'hui. Alors vous allez me dire, en plus, bon, effectivement c'est le titre de mon dernier livre, la fin d'un monde, ça c'est un vrai enjeu. Et ça, ce qu'on a entendu tout à l'heure avec M. Macron ou M. Woerth, c'est important. On commence à comprendre que le monde a changé, mais ça fait 20 ans qu'il a changé. Et on continue aujourd'hui de raisonner avec les modèles du passé. C'est comme si on voulait mettre une cassette VHS dans un lecteur DVD. Vous voyez, ça n'a pas marché, effectivement. Encore aujourd'hui, même les DVD, c'est dépassé. Donc voilà pourquoi, effectivement, j'ai fait ce livre et pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est surtout pour vous dire qu'effectivement, le monde a complètement changé. Et nous, en tant que chef d'entreprise, on doit l'intégrer. Si on ne l'intègre pas, si on n'intègre pas cette réalité, qui n'est pas toujours facile à dire, à entendre, alors là, effectivement, on risque, je dirais, de rater les enjeux à venir. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais dans tout ça, finalement, à quoi ça sert un économiste? Alors il y a une réponse. Pourquoi on a créé les économistes? Pour que les météorologues ne soient pas les seuls à se tromper. Vous voyez, par solidarité que nous sommes là, effectivement. Maintenant, il y a les sondeurs aussi, c'est encore pire que les météorologues. Donc oui, alors là, c'est énorme, énorme. Hein. Je ne sais pas qui va gagner effectivement en 2017, mais en tout cas, il y aura certainement effectivement des surprises, ça c'est sûr. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors bon, comme le temps est réduit, parce que à la base, je devais parler en premier, donc j'avais plein de temps, puis maintenant je parle en dernier, donc j'ai un peu moins de temps, mais ça va, on a quand même un petit peu de temps. Puis derrière, il y a un super cocktail qui attend, c'est ça d'après ce que j'ai compris. Donc tout va bien se passer. Et bien sûr, tout ce que je vais vous dire, je ne vais pas que vous le dire, parce que c'est le problème avec les politiques ou même les économistes, c'est qu'ils parlent beaucoup, et on est obligé de les croire. Là, tout ce que je vais vous dire, je ne vais pas que vous le dire, je vais aussi vous le montrer. Vous le montrez sur des graphiques. Évidemment, des graphiques réalisés sans trucage. Je le dis aussi à chaque fois parce que ça peut arriver. Là, il n'y aura pas de trucage. On va voir, on va visualiser. Pourquoi on doit visualiser? Parce que quand on voit, on comprend. Et le drame de cette crise, c'est qu'on n'a pas compris encore aujourd'hui ce qui s'est passé. Et quand on ne comprend pas, on a peur. Et quand on a peur, on est figé, on ne fait plus rien. Et c'est ce qui malheureusement nous arrive. C'est pourquoi on a autant de mal à faire la moindre réforme en France. Parce qu'on a peur, on se dit là, il va y avoir tout le monde dans la rue, que vont dire les sondages, et on n'y arrive pas. Donc quand on comprend, et c'est ça le grand drame malheureusement des politiques au sens large, c'est des dirigeants, ils croient qu'ils vont arriver à nous mentir avec la méthode Coué, à nous tromper, à nous dire oui, le chômage baisse, pas de problème, je vais créer 500 000 emplois avec des emplois aidés. Donc on change les chômeurs de la catégorie A à la catégorie D, mais ils sont toujours chômeurs. Ah mais oui, mais j'ai baissé le chômage. Vous voyez? Donc le problème, c'est que cette mesure a coûté 2 milliards d'euros, quand même, c'est pas rien. Et en plus, il ne se présente même pas, M. Hollande. Donc c'est dommage quand même. Bon, tant mieux, effectivement, ça fait des formations, mais c'est effectivement un vrai problème. Donc voilà, aujourd'hui, je pense l'enjeu. Moi, je ne fais pas de politique, simplement, je vais essayer de vous dire ce qui va nous arriver demain et rappeler, bon, on n'aura pas le temps de tout voir, mais rappeler que les crises sont toujours des phases d'opportunité. Vous aurez les slides avec vous, ne vous inquiétez pas. Là, je vous ai montré, effectivement, je les ai évidemment donnés à l'UE 35 et je l'autorise à vous les distribuer à tous ceux qui le souhaitent, que c'est important. Donc là, on voit effectivement l'évolution du Dow Jones, la bourse américaine, pendant les 4 grandes crises du siècle dernier. Il y a eu, en 100 ans, on a eu 4 grandes crises.
Évidemment, la dernière, c'est évidemment la crise des subprimes qu'on va voir tout à l'heure, la courbe bleue. Donc c'est très simple, on voit comment va évoluer pendant ces crises le Dow Jones, qui est la bourse mondiale, qui reflète le mieux la croissance mondiale. Et donc on voit où est le Dow Jones au début de la crise, et après comment il évolue mois par mois. Vous voyez, en bas, ce sont des mois, donc c'est dans l'ordre, c'est normal. Donc la dernière crise, avant l'actuelle, c'était évidemment la crise des NTIC, ce qu'on appelait la bulle Internet, qui a été très longue. Avant de toucher le fond, ça a pris 3 ans, mais ce qui est normal, puisque dans toute révolution technologique, eh bien, on ne sait pas valoriser les nouvelles entreprises. Donc une fois qu'on le sait, là on réagit, mais entre-temps, il y a une bulle financière qui s'est créée. On en a d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, quand on valorise des entreprises en bourse qui font que des pertes. Évidemment, là, il y a peut-être un petit problème. La crise d'avant, évidemment, c'était beaucoup plus grave. C'était le premier, le second choc pétrolier. On l'a oublié, mais vous voyez, à l'époque, on pensait vraiment que c'était la fin. Pas la fin d'un monde, comme je vous dis, la fin du monde. Hein, à l'époque, il y avait encore le match États-Unis-URSS. Hein, bon, aujourd'hui, évidemment, on en est sorti. Hein, on sait qui a gagné, surtout. Enfin, certains ne l'ont pas encore compris, mais globalement, on sait finalement qui a gagné. Mais à l'époque, on ne savait pas. Et on pensait même que c'était l'URSS qui allait gagner. Pourquoi ? Parce que justement, il y avait un choc pétrolier. Donc les prix du pétrole montaient, des matières premières montaient. Comme l'URSS est un pays producteur de pétrole, on se dit voilà. Et on disait, regardez, les Américains, ils sont tellement mauvais, ils sont tellement au bout du rouleau, qu'ils ont élu comme président un ancien acteur de série B. Alors là, on disait, ils sont fichus. Ah oui, c'était Ronald Reagan. Et finalement, cet ancien acteur de série B, il a sauvé l'Amérique. Ouais, comme quoi, rien n'est perdu. Hein. Enfin, pour ce coup-ci, ça va être compliqué en France, évidemment, mais pourrait être la prochaine fois, on verra. Peu importe qui est élu, finalement. L'important, c'est qu'ils prennent les bonnes mesures. Et justement, pourquoi Reagan a sauvé l'Amérique ? Parce que justement, c'est un acteur de série B. Donc, il ne comprenait rien à l'économie. Ah oui. Donc, par contre, quand on lui a dit que c'était très grave, quand on lui a expliqué, si vous avez le temps, vous irez voir sur Internet, il y a une émission, il a dit à la télé en direct. Il a dit, écoutez, voilà, on m'a expliqué ce qui se passe, c'est très grave. Donc, ça ne va pas vous faire plaisir, mais je vais vous dire ce qu'on va devoir faire pour sortir le pays de l'ornière. Et ça a marché. C'est-à-dire, la différence entre les dirigeants français et les dirigeants américains, mais pas que américains, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne également, c'est qu'en France, on pense que effectivement l'économie c'est subalterne, que l'entreprise c'est subalterne. Donc on se dit, on va effectivement penser être peut-être réélu, donc on va dire on va pas prendre des mesures, etc. Et ça, c'est effectivement le drame. C'est ce que je donne l'exemple, c'est comme 2 droites parallèles. Il y a l'économie, nous c'est une droite, donc nous on n'a pas le choix, on doit rendre des comptes tous les jours, hein, sinon on disparaît. Puis il y a le monde politique. Le monde politique, où là, c'est une autre droite parallèle. Donc évidemment, comme vous le savez, sans faire de la mathématique poussée, 2 droites parallèles, ça ne se touche jamais. Sauf évidemment à l'infini, mais là, on n'a pas le temps d'attendre. Et donc, il y a toujours une bonne raison de ne pas faire les réformes. Et donc, c'est là, effectivement, qu'est le drame. Donc, il faut faire des ponts, essayer, effectivement, d'arriver. Mais pour ça, il faut avoir un courage politique énorme. Je ne dis pas que c'est facile, il faut avoir, effectivement, un courage politique énorme. C'est ce qu'ont eu à ce moment-là les Américains. Et ils ont redémarré, bon, comme on le voit. Puis il reste les 2 dernières courbes, évidemment. Le krach de 29, la courbe grise. La courbe bleue, c'est la crise actuelle. Alors, c'est vrai qu'on a touché 29. La crise actuelle était aussi grave, potentiellement, que 29. Mais heureusement, on a redémarré, effectivement, parce qu'on a fait une relance au niveau mondial. Le problème, c'est que maintenant, est-ce qu'on va pouvoir continuer ? Alors, quand on dit redémarrer, ça dépend qui, évidemment. Et là, si on réduit un peu le prisme, on voit sur ce graphique que maintenant, avant les crises, c'était tous les 20 ans, tous les 25 ans. Maintenant, c'est tous les 7 ans. Tous les 7 ans, on a une grave crise économique. Alors là, on en voit quelques-unes, évidemment. Alors, il y a de tout. Il y a des attentats, il y a des guerres, il y a évidemment la crise des subprimes. Dernièrement, effectivement, la crise chinoise, le Brexit. Vous voyez que même le Brexit, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc là, effectivement, il y a une question à se poser. Et je n'aurai pas le temps, évidemment, de tout expliquer, mais juste si on doit garder une idée de la crise des subprimes, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est extrêmement important. En fait, c'est quoi cette crise des subprimes ? C'est très simple. C'est qu'on a voulu changer une des règles de base de l'économie, de la finance, ou de la vie au quotidien, qui est la suivante, qui est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Ça veut dire, si je veux un rendement élevé, je dois prendre des risques. Si par contre, je ne veux pas prendre de risques, ce qui peut se justifier, alors là, je dois me contenter de rendements faibles. Et donc, le drame dans cette crise, c'est qu'on a voulu laisser croire qu'on pouvait changer cette règle. On a donc fait appel non pas à des financiers ou des économistes, mais à des grands mathématiciens. On leur a dit, voilà, quand vous allez pouvoir transformer cette règle. Et ils y sont parvenus. Donc ils ont pris des dettes subprimes, donc très dangereuses, hein, je ne rentre pas dans le détail, et ces dettes subprimes, ils ont transformé avec des modèles mathématiques très complexes, et sont devenus à la fin des produits notés AAA par les agences de notation. Ah, c'est énorme. Alors avant, AAA, on ne savait pas ce que c'était. On croyait que c'était l'andouillette. Hein, pour ceux qui connaissent un AAA, c'est 5A l'andouillette, hein, évidemment. Donc on disait, voilà, ce sont des produits sans risque, mais à haut rendement.
Hein, rappelez-vous que certaines banques avaient créé des produits qu'on appelait des SICAV monétaires dynamiques. Vous voyez, rien que le nom, déjà, il y a un problème. SICAV monétaire, donc c'est sans risque, dynamique, à rendement élevé. Ben non, le rendement, il était évidemment lié à un risque, et quand les subprimes ont explosé, tout a fait exploser. Mais heureusement, on s'en est sorti, hein, notamment grâce à des réformes assez importantes. Le vrai enjeu, c'est que maintenant, évidemment, on va peut-être un petit peu trop loin d'un point de vue boursier. Donc là, je vous montre effectivement comment on voit qu'il y a une bulle potentielle qui se crée. C'est quand ici, vous avez le Dow Jones et la bourse américaine. Là, vous avez la croissance mondiale. Donc là, on se rend compte que, effectivement, la bourse va trop loin par rapport à la réalité économique, notre réalité économique. Donc c'est ce qui fait qu'il risque d'avoir, dès 2017, des ralentissements boursiers, des montagnes russes qui peuvent être douloureux. Donc soyez prudents si vous investissez en bourse. Alors maintenant, justement, on va voir ce qui va se passer en 2017, hein, selon mes prévisions. Évidemment, ce ne sont que des prévisions. Hein. On peut, là aussi, toujours se tromper. Bon, tous les ans, je fais le bilan de mes prévisions. Depuis 20 ans, ça se passe pas trop mal. Donc là, on voit effectivement que, vous voyez, sur longue période, de 80 à 2015, on a une croissance mondiale de 3,5%. Et depuis quelques années, on a un ralentissement, on est sous la moyenne. Alors l'année dernière, c'était un peu dur, on était à 2,7% de croissance mondiale. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on est en train de redémarrer. On est en train de retrouver une petite croissance un peu meilleure pour, effectivement, 2017. Donc vous inquiétez pas, vous aurez tout ça, mais ces chiffres, on n'aura pas le temps de tout voir, mais juste une chose, parce que ça aussi, encore une fois, on ne comprend pas que le monde a complètement changé. On continue de raisonner comme si nous étions, nous, les pays riches, les maîtres du monde. Là, c'est plus le cas. On voit sur ce tableau qu'aujourd'hui, nous, les pays riches, et c'est la première ligne, on représente bientôt moins de 40% du PIB mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% de la richesse mondiale provient de ce qu'on appelle le monde émergent. Vous voyez, donc émergent, évidemment, d'ailleurs, on les appelle comme ça, c'est un peu péjoratif. Vous voyez, ça nous rassure. En fait, ils sont émergés depuis bien longtemps. Par contre, nous, on immerge. Vous voyez, c'est-à-dire que nous, effectivement, comme on ne comprend pas que le monde a changé, ben évidemment. Et regardez, la Chine, par exemple, c'est incroyable. 2% du PIB mondial en 1980, aujourd'hui bientôt 20%. Incroyable. Et nous, on nous dit, oui, non, mais la Chine, c'est pas grave. Non, mais évidemment que ça nous concerne. Mais attention, ça peut être également, c'est pas seulement un danger pour nous, ça peut être un potentiel de croissance, parce que les Chinois, ils aiment les produits français. Donc, si effectivement on reste franco-français, c'est dangereux. Et c'est ce que ne comprennent pas nos politiques. C'est que dans un monde ouvert, si je ne trouve pas ce que je veux ici, je vais aller voir ailleurs. Oui. Donc, on a intérêt, effectivement, à nous adapter. Sinon, effectivement, on est sûr de perdre. Et ce qui sera évidemment particulièrement dangereux. Donc là, vous avez la répartition de la croissance mondiale. Vous voyez, je vous montre comment j'arrive à mes 3% pour 2017. Mais regardez, sur 3% de croissance mondiale l'année prochaine, il y a 1,2 points qui va venir uniquement de Chine. L'Inde, 0,5 points. C'est-à-dire que plus de la moitié de la croissance va venir uniquement Chine et Inde. Vous voyez. Par contre, nous, la zone euro, quand je dis nous, c'est la zone euro, parce que la France, évidemment, c'est trop petit, la contribution annuelle moyenne de la zone euro à la croissance mondiale, c'est combien depuis 15 ans? 0,1 point. Ça veut dire qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ça ne se voit pas. Alors, c'est sûr qu'on ne dérange personne. Mais oui, mais c'est ça l'erreur, c'est ça l'échec. Je me rappelle quand on a créé la zone euro, moi j'étais pour, hein, comme tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup. Et je suis encore pour. On avait dit, oui, la zone euro va nous transformer en la terre de croissance la plus forte au monde. Non, c'est la plus faible. Donc c'est bien qu'on a raté quelque chose. Oui, on a raté quelque chose. Au lieu de faire une vraie zone euro, on a fait une zone euro à 19 pays qui n'ont plus rien à voir les uns avec les autres. Donc maintenant, c'est devenu ingérable. Ingérable. Et là, évidemment, ça pose problème, on le verra tout à l'heure. Alors après, finalement, on voit graphiquement cet écart entre effectivement la croissance du monde émergent et nous, hein, le monde développé. On voit qu'il y a un écart qui est incompressible, c'est fini, on ne les rattrapera jamais. Et il y a quand même des moyens d'y faire face, mais globalement, on n'arrivera pas à les rattraper. Donc je vous montre un peu là aussi comment je vous dis que la croissance chinoise va redémarrer en 2017, parce que des indicateurs avancés dans l'industrie, dans les services, c'est les chefs d'entreprise qui répondent, hein, vos collègues, vos homologues chinois, et qui nous disent que ça va redémarrer. Donc effectivement, on va avoir à peu près 7% de croissance l'année prochaine en Chine, ce qui évidemment reste, je dirais, une belle performance. Et c'est là où les Chinois sont très forts. C'est que pendant que nous, on est en train de se dire, bah alors, on monte le taux de TVA, on ne le monte pas, etc. Non, les Chinois, ils avancent. Ils ont un horizon d'investissement à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Nous, à 1 an, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ça change tout. Ça change tout. Et donc, bien entendu, en plus, ils maîtrisent leur économie. Par exemple, un truc qu'on ne maîtrise plus, c'est le taux de change. Voilà, l'euro baisse, tant mieux. Mais les Chinois, regardez, ils font pareil. Ils font baisser leur devise, hein, le yuan,
pour effectivement soutenir leur croissance. Donc quand ça va bien, vous voyez, ils apprécient le yuan, c'est la courbe bleue, puis dès que la croissance ralentit, hop, ils déprécient le yuan. Et ce qui fait effectivement redémarrer la croissance chinoise. Donc si on voit effectivement en plus de cela, là aussi vous aurez les chiffres encore une fois, je vous ai mis tout ça pour vous montrer que ce que je dis, ce n'est pas simplement des paroles, c'est une réalité. En plus, la Chine a ce que j'appelle un airbag énorme. Là, regardez, c'est la première ligne, quelque chose qu'on n'a jamais connu dans le monde. 3 300 milliards de dollars de réserves de change en stock à la Banque centrale. C'est pas sous gestion, c'est pas géré par Madoff, hein, non, c'est du cash. 3 300 milliards, c'est l'équivalent du PIB allemand. Donc c'est pas rien. En stock à la Banque centrale chinoise. Donc évidemment, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière quand il y a eu la crise chinoise? À l'époque, ils avaient 4 000 milliards de réserves de change. Ils ont pris 700 milliards, d'où le 3 300 aujourd'hui, et ils ont redémarré. Vous voyez, ça sert à ça. C'est comme ça qu'il faut penser l'économie. C'est cyclique. Quand ça va bien, je mets de côté, entre guillemets, je me prépare des munitions, et quand ça va mal, j'utilise ces munitions. Pareil pour le déficit public. Quand ça va mal, effectivement, je fais de la relance budgétaire, ce qui génère un déficit, mais quand ça va bien, j'obtiens un équilibre, voire un excédent budgétaire, qui me permettra de relancer la machine quand ça ira mal. Or, nous, en France, le dernier excédent budgétaire, ça remonte à quand? 1974. Ça ne nous rajeunit pas. Donc, nous, on a des déficits structurels, permanents. Mais oui, même le concept, il n'existe pas. Par la théorie keynésienne de relance, Keynes, hein, c'est lui qui a théorisé la relance dans les années 30, il avait dit oui, il faut effectivement relancer la machine. Mais si je n'ai pas, quand j'ai de la croissance, je continue à avoir des déficits, et ça on l'a connu en France notamment, la dernière fois qu'on a eu une croissance forte en France, c'était quand? 98-2000, la révolution Internet, alors là tout était beau. Le baril était à 10 $, l'euro était à 0,83 $ pour un euro, il y avait effectivement donc, cette révolution Internet qui dynamisait, on a une croissance mondiale à 5%. C'était facile. Et donc, nous, en France, pendant 3 ans, on a eu à peu près 3,7% de croissance par an. C'est du jamais vu. Sauf qu'à l'époque, évidemment, on avait un certain Lionel Jospin au pouvoir qui avait dit non, oulala, ça c'est la cagnotte. La cagnotte fiscale. Donc, je ne vais pas réduire les déficits, je vais les utiliser. Je vais au contraire augmenter les dépenses publiques. Moyennant quoi, comme j'ai vu tout à l'heure, aujourd'hui, le poids des dépenses publiques, c'est 57% du PIB. Alors, je ne sais pas si on se rend compte, mais là, c'est même plus un problème économique, c'est un problème mathématique. Comment je fais pour financer 57% de secteur public par 43% de secteur privé? Vous voyez, 57 n'est pas égal à 43. Enfin, sans être un grand mathématicien, on comprend. Non, mais non. Personne n'en parle. Hein. Je suis désolé, hein, ni M. Macron, ni M. Woerth. Personne n'en a parlé. Ah non, comment on finance tout ça? On ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Attendez, il faut être sérieux. Comprenez, tout à l'heure, je vais vous donner les solutions, je vous rassure, il y a les solutions, elles existent, les vraies solutions, bien sûr. On va en parler tout à l'heure. Et donc, bien sûr, le danger là-dedans, c'est que, pour l'instant, on est loin de tout ça. Alors, pareil, effectivement, donc, si on regarde, la bonne nouvelle, en plus, c'est qu'on a, je pense vraiment pour 2017, le président, à ce moment-là, en espérant qu'il fasse la bonne politique, il aura une chance incroyable, parce qu'il devrait avoir un rebond de la croissance mondiale. En plus, on a un cours du baril qui, effectivement, remonte un petit peu, mais, vous voyez, on sera autour des 50, 60 $ le baril. Vous voyez, là, je m'amuse souvent quand je montre ce graphique parce que je rappelle qu'il ne faut pas trop écouter certains spécialistes du pétrole, etc. Parce que rappelez-vous, en 2008, quand le baril était à 150 $, hein, il nous disait à l'époque, 150 $, c'est pas cher. On va monter à 250. Hein, c'était ce qu'on appelait le peak oil. Il n'y a plus de pétrole. OK? Sauf moi, je dis à l'époque, je dis, écoutez, déjà 100 $, j'ai du mal à comprendre. Alors, 150 ou 250, ça n'a pas de sens. Et effectivement, vous voyez ici, le baril s'est effondré ensuite. Alors, je ne suis pas devin, hein, je n'ai pas vu ça dans une boule de cristal. Simplement, j'ai regardé la réalité économique. C'est-à-dire qu'on voit sur ce graphique qu'on a une corrélation. Quand la croissance mondiale augmente, il y a plus de demande de pétrole, donc le prix du baril augmente. Quand la croissance mondiale baisse, comme ici, le prix du baril doit baisser. Or là, il augmente parce que justement, on a un mouvement spéculatif. Donc ça ne dure jamais longtemps. Effectivement, le baril, ensuite, s'est effondré, puis il a remonté, et on voit que l'année dernière, c'était l'inverse. Le baril a trop baissé par rapport à l'état de la croissance mondiale. Voilà comment on fait des prévisions sensées, sans spéculation. Oui. Mais à l'époque, je me souviens, il y a des entreprises qui m'écoutaient, qui ont gagné beaucoup d'argent, d'autres qui n'ont pas écouté. Hein. Je me rappelle une grande compagnie aérienne française, bon, comme il n'y en a qu'une, on voit après qui c'est, hein, effectivement. Elle avait dit à l'époque, donc en juillet 2008,
je vais acheter du baril à terme à 6 mois à 150 $. Je dis, oh malheureux, faites pas ça. Mais ils l'ont fait. Sauf que 6 mois plus tard, le baril, il valait 34. Et eux, ils devaient payer 150. Il ne faut pas s'amuser à spéculer sur les cours des matières premières. Par contre, dans ce graphique, il y a aussi un élément très très important qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure et qui pour moi est la note la plus optimiste de l'avenir, d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est qu'effectivement, bien sûr, on a ce pétrole, que peut-être demain il n'y en aura plus. Donc justement, il faut penser à l'après-pétrole. Et voilà la bonne nouvelle, c'est que souvent, on me dit, votre théorie là, de la croissance qui n'en finit plus, ça n'a pas de sens. Oui. Pourquoi ? Parce que la Terre est ronde. Oui. Ça, on est d'accord, on ne peut rien dire, on n'a pas le choix. Donc on vit dans un monde fini. Donc la croissance infinie dans un monde fini, techniquement, c'est pas possible. Oui, ça gonfle, à la fin ça explose. Alors qu'est-ce qu'on dit en échange ? Voilà, il faut arrêter ça, il faut faire de la décroissance. La nouvelle théorie, Nicolas Hulot, tout ça. J'aime beaucoup Nicolas Hulot, mais plutôt version Ushuaïa, vous voyez ce que je veux dire, depuis maintenant, c'est un peu plus dangereux. Donc on vous dit, voilà, il faut faire de la décroissance. La COP 21, ça c'est magnifique. Sauf que, évidemment, ça ne marche pas. Déjà, nous on est un pays riche. Alors on peut se dire, bon on est riche, maintenant on peut décroître. Mais les pays pauvres, ils vont dire, attendez les gars, vous savez des siècles que vous développez comme ça sans vergogne, et nous maintenant qu'on vous rattrape, on n'a plus le droit de faire de la croissance. Donc évidemment la COP 21 ne sera jamais appliquée en Chine par exemple. C'est évident. Mais même pour nous les pays riches, on a un problème, qu'on n'a pas évoqué aussi de la soirée. Si j'ai de la décroissance, tout à l'heure on me dit je veux faire baisser le chômage, ouais ok, mais si j'ai de la décroissance, le chômage il peut qu'augmenter parce que décroissance ça veut dire que je baisse mon niveau de vie, je baisse mon niveau de richesse, donc je baisse ma production. Si ma production baisse, je licencie, donc j'ai du chômage, donc à la fin j'ai une crise sociale. Donc ça ne marche pas. Alors c'est quoi la solution ? Elle est là. Le seul moyen de faire de la croissance infinie ou durable dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique, de l'innovation. Ça veut dire que j'ai le même monde, mais je vais mieux l'utiliser. Je vais faire de la croissance, on va dire, différente. Et pour moi, c'est ça la vraie écologie. Parce que l'écologie, en disant je vais mettre des taxes, pas de l'écologie, ça, c'est de la ponction fiscale. C'est du vol, mais c'est pas de l'écologie. Non, je veux bien, moi, arrêter de consommer du pétrole, mais qu'est-ce qu'il y a en échange ? Et c'est là où nous, les Français, on a raté le coche. On était les leaders dans la voiture électrique, par exemple. La voiture électrique, maintenant, il y en a partout, des très belles voitures, mais elles ne sont pas françaises. Ou très peu, un petit peu. Ça commence. Quel retard. Donc, la bonne nouvelle, par contre, c'est que devant nous, on a plein de révolutions technologiques. Donc le monde va bouger, oui, mais justement, il faut jouer ces révolutions technologiques. Bien sûr, dans l'énergie, dans l'agroalimentaire et dans la région ici. Vous êtes leader dans l'agroalimentaire, même dans l'énergie. Donc, il faut mettre en avant tout ça. Vous comprenez ? Donc, c'est là où, c'est pas 1 an, 2 ans, c'est des décennies de croissance qu'on a. Pareil, effectivement, sur les nanotechnologies, les nouvelles technologies de l'information aussi, là aussi. Donc là, on peut créer des emplois énormes, vous comprenez ? Et donc, le problème là-dedans, c'est qu'effectivement, on le voit ici, nous, on va dire les Français, on n'est pas trop mal placés. On a 2% du PIB de notre R&D par rapport au PIB. C'est pas mal. Oui, les Allemands, c'est 2,9. Bon, c'est quand même 1 point d'écart depuis 20 ans, ça commence à faire beaucoup, mais là aussi, il y a un autre problème. C'est une phrase du général de Gaulle dans les années 60, vous voyez, ça ne date pas d'hier, qui disait « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. » Bah oui, vous la connaissez aussi, d'accord, très bien. Bah oui, effectivement. Bien beau chercher, il faut trouver de temps en temps. Et là, on a encore un autre problème. La recherche fondamentale est très bonne en France. La recherche appliquée à l'entreprise, alors là, plus compliqué. Oui, parce qu'on se fait plaisir. On fait de la recherche, on se fait plaisir. Non, mais c'est quoi derrière ? Ce qu'une entreprise veut de ta recherche. Donc c'est ça, on est imbriqués, il faut travailler ensemble. Et là, on est dans le problème de culture économique. Non, l'entreprise, c'est sale, c'est pas bien. Il faut être sérieux. On a besoin, effectivement, de travailler ensemble. Donc là, le problème de ce tableau, c'est quoi ? C'est la dernière ligne. Nos amis chinois. Eux, la R&D, ils ne savaient pas ce que c'était dans les années 90. Ils copiaient. Et maintenant, c'est 2% de leur PIB. C'est la 2e puissance mondiale en valeur absolue en R&D derrière les États-Unis. Donc si déjà les Chinois sont moins chers, ils ont des réserves de change, ils ont etc. Et en plus, ils font de la R&D, qu'est-ce qui va nous rester ? Donc je vais vous dire, pour qu'on puisse continuer à être des leaders, il ne nous reste plus que ça. Oui, il nous reste bien sûr la France, il y a un pays exceptionnel. La Bretagne est une région exceptionnelle. Bien sûr, on est fiers de tout ça. Mais on n'en profite pas. C'est ce qu'on appelle un aléa moral. Comme on a un pays formidable, malheureusement, on se laisse aller.
bon, on va s'en sortir. Ben non. Et voilà le problème, c'est que si on ne fait pas un minimum de réformes, on n'y arrivera pas. Moi, j'ai compris ça très bien, encore mieux, je le savais déjà, mais je l'ai bien compris en 2002. Encore une fois, 2002-2003, une de mes plus grandes déceptions en tant qu'économiste, c'est qu'à l'époque, donc, on avait un président, c'était son deuxième mandat, qui avait été élu avec 82% des voix, et bon, qui ne se représentait pas, il ne faisait pas de troisième mandat, donc on ne pouvait pas dire que lui, il voulait être réélu. Donc, il avait un boulevard devant lui. Et il m'avait sollicité à l'époque, il m'a dit, allez, vas-y. Il s'en souvient plus maintenant, mais non, ça c'est méchant, ça, j'en ai. C'est méchant, c'est méchant. Et il m'avait dit, faites-nous des propositions. Bon, il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres. Bon. Le problème, c'est que, comme M. Pfeffer disait, les économistes, ils appellent les économistes, mais c'est pas les bons. Bon, bref. En tout cas, moi, il m'avait appelé, je lui dis, voilà, il faut faire ça. Il m'a dit, non, impossible. Ça, j'ai tout le monde dans la rue, je veux pas. Voilà. Là, je me suis dit, je me rappelle, je rentrais chez moi, je dis à ma femme, je dis, là, on est mal. C'est-à-dire, si effectivement on a un boulevard et on ne le prend les chemins de traverse, c'est qu'il y a un problème. Et on en est encore aujourd'hui. Voilà. On en est là aujourd'hui. Vous voyez, ce qu'on entend là, c'est bien, mais hein, c'est ce que j'appelle maintenant, on appelle ça une thérapie de choc. Mais en 2002-2003, ce n'était pas une thérapie de choc, c'était faisable. Mais comme on a perdu du temps, ben voilà. Maintenant, effectivement, on est assez mal. Alors j'avance parce que j'ai plus que 10 minutes. Donc on va voir effectivement derrière. Je vais passer rapidement sur Trump, je vais juste vous montrer, ouais, parce qu'effectivement, ce qui est fou chez Trump, c'est que déjà il a été élu, ce qui était énorme. C'est-à-dire, le mec pendant 6 mois, on l'a dégommé, mais je ne sais pas si vous avez regardé les chaînes américaines, mais moi j'étais aux États-Unis régulièrement, c'est incroyable. Donc moi j'avais écrit en février 2016 que le Brexit et Trump pouvaient gagner, mais je ne pensais pas avoir raison. Effectivement, c'est ce qui s'est produit. Donc, mais là où il est très fort, c'est que non seulement il a gagné, mais en plus, le lendemain, on s'attendait à un effondrement des marchés boursiers, notamment, pas du tout. Ça a flambé. Pourquoi ? Quand les marchés boursiers, on arrive le mercredi matin, on apprend la nouvelle, moins 5% sur le CAC 40. Ben oui, la douche froide. Sauf qu'il fait son premier discours de victoire, il n'a pas été vindicatif, il n'a pas été vengeur. Non, il a dit, maintenant, je vais sauver l'Amérique. Il nous fait le coup à la Reagan. Derrière, Obama, ok mon gars, t'as gagné, on va t'aider. Incroyable. Et le marché redémarre. Moi, j'appelais des correspondants que je savais qui étaient démocrates à fond, qui m'avaient dit, je te promets, il y a 90% de chances que Trump ne soit pas élu. Bon, ils se sont trompés. Et effectivement, ils me disent, non, America first. Je me rappelle encore de leur nom, de leur phrase. Go America, on y va. Voilà. C'est ça qui nous manque en France. Ok, ils ont perdu, mais c'est pas grave, on va sauver l'Amérique. On va avancer. Comprenez ? Il y a ce sentiment d'appartenance, cet amour du drapeau. Il faut reconnaître qu'on n'a pas chez nous. Hein ? Et nous, si on aime le drapeau, c'est mal vu. Non. Il faut être sérieux. On veut que la France soit sauvée. On veut sauver notre pays parce qu'on a un pays formidable. Mais, et là où il a été très fort, Trump, c'est que tout le monde s'attendait à ce qu'ils disent « je vais mettre les barrières douanières et tout ». Non. Il a dit « je vais baisser les impôts et je vais faire de la relance ». Et les barrières douanières, on verra après. Mais oui, parce que si vous fermez les barrières douanières, déjà les Américains ont chaque mois à peu près 40 milliards de déficit, 40 milliards de dollars de déficit par mois. Donc imaginez s'ils ferment les barrières, s'ils mettent des barrières, c'est fini. Ils n'exportent plus. Donc c'est pas ça la solution. La solution, c'est de relancer la dynamique intérieure. Oui. Donc qu'est-ce qu'il a fait par exemple ? Qu'est-ce qu'il propose ? J'avance vite. Il propose tout simplement aujourd'hui de baisser l'impôt sur les sociétés. Mais attention, hein, c'est pas du 20%, pas du 25%, 15%. Ça fait rêver, hein, ça nous fait rêver. Ça, ouais. Non, nous on n'aura pas ça, hein, je veux dire, pas tout de suite, on n'aura pas. Hein, ça serait bien, mais on n'aura pas. 15%, c'est énorme. Effectivement, derrière, projet de relance, etc. Alors, ce que je dis toujours, c'est à qui tout double. Ça peut marcher, et j'espère que ça marchera, parce que si ça ne marche pas, ça sera un cataclysme mondial. Mais effectivement, ils se donnent les moyens que ça marche. Et ce qui est complètement fou, c'est que depuis quelques semaines, depuis le mois de novembre, tous les indicateurs avancés de la conjoncture, la confiance des ménages, les enquêtes de conjoncture auprès des chefs d'entreprise, ça booste. C'est là où il est très fort. Ce n'est pas d'avoir gagné, c'est de réussir à inspirer confiance. Peut-être qu'il va se planter en 2017, hein, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on a quand même, il a une chance. Il a une chance de réussir. Donc, voilà effectivement le vrai enjeu. Pareil pour les Anglais. Moi, je me rappelle quand le Brexit est passé, là aussi, une surprise, il faut reconnaître. On me disait, alors voilà, je fais des interviews, on me posait la question, on me disait, voilà, est-ce que la City de Londres va arriver à Paris ? Qu'est-ce qu'on peut entendre comme une ipsie, franchement ? Il faut être sérieux. Vous croyez que les Anglais, ils vont quitter un paradis fiscal pour un enfer fiscal ? Ils sont pas fous.
Surtout que nous, en France, on est tellement bons qu'on va mettre la taxe sur les transactions financières. Donc, non, peut-être qu'ils vont aller en Irlande, peut-être qu'ils vont aller à Francfort, mais pas à Paris. C'est dommage, parce que nous, justement, on aurait une chance énorme. Mais non, effectivement, et puis les Anglais, là où ils sont très forts, c'est qu'effectivement, ils vont dire, ils vont s'arranger une Union européenne comme les Suisses. Ils vont continuer à commercer avec nous. Mais en attendant, regardez ce qui s'est passé. La livre sterling s'est effondrée. Quelques mois, je faisais une conférence à Saint-Malo. Tous les Anglais, etc., ils commençaient à s'inquiéter parce que, évidemment, leur retraite, elle fonde. Et puis pareil, en termes de compétitivité pour nous, quand vous avez le livre sterling qui perd 20%, c'est pire que des barrières douanières, ça. Eh oui, parce qu'on ne maîtrise pas notre devise. Les Anglais, et regardez ce qui s'est passé, assez incroyable. Juste après, donc tout le monde s'attendait, alors la Banque d'Angleterre, elle a aussi baissé les taux, et juste après, vous voyez, là c'est l'enquête de conjoncture dans l'industrie et les services, donc il y a eu le Brexit, on a eu peur, et hop, dès le mois de juillet, ça redémarre. Et là on est en octobre, évidemment, ça redémarre sur une croissance forte. Si je compare par exemple à la France, vous voyez, les Anglais c'est en bleu, nous c'est en rouge, donc déjà nous on était dans le rouge sous les 50 avant la crise, avant le Brexit, les Anglais, ils redémarrent devant tout le monde, devant la zone euro, devant la France, alors qu'ils se sont pris une claque quand même. Donc c'est ce qui fait que... Et là, on a un concept très important, vraiment, qui s'appelle la croissance structurelle. C'est quoi la croissance structurelle? C'est la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. Le rythme de croisière de la croissance. Le rythme normal, sans crise, sans relance. Et c'est ça qui, moi, me fait beaucoup de peine en tant qu'économiste, c'est que nous, les Français, nous étions plus forts que les Anglais il y a 15 ans, il y a 20 ans. On avait 2% de croissance structurelle. Les Anglais, ils avaient 1,4. Maintenant, les Anglais, ils sont à 2,3, 2,5. Et nous, on est à 0,7. C'est-à-dire, quand on commence l'année, la croissance potentielle, c'est 0,7. Voilà, quand on nous dit, oui, mais c'est pas grave, les réformes. Quand on ne fait pas les réformes, il y a une sanction. Eh oui, c'est qu'il y a de moins en moins de croissance, donc de plus en plus de chômage. Le chômage, il ne tombe pas du ciel. C'est parce qu'il n'y a pas de croissance. Regardez au Royaume-Uni, le chômage, il a 4,9%. Données Eurostat, harmonisées, pas trafiquées. Hein? On est à combien, nous? On est à 10. Alors c'est le mois d'août, parce que depuis le mois d'août, les chiffres du chômage, ils sont très bizarres en France. Hein? Donc là, il a baissé miraculeusement. Bon, mais on est quand même à 9,9%, alors que les Anglais sont à 4,9% et les Allemands sont à 4,2%. Voilà effectivement la réalité. Alors justement, je vais arriver quand même à la France maintenant. Rapidement, quand même quelques bonnes nouvelles pour dire que la zone euro va un peu mieux. Et on sera autour de 1,6% de croissance. Donc ça va rester douloureux, malheureusement. Et on a aussi des risques. Bon, l'Allemagne ne va pas trop mal, c'est vrai. Mais on a l'Europe du Sud. Regardez nos amis italiens. Parce que dimanche, bon, tout le monde s'y attendait, mais c'est quand même horrible ce qui s'est passé dimanche. On a pour une fois un Premier ministre italien qui dit, voilà, écoutez, maintenant on va arrêter les bêtises. Parce que vous savez qu'en Italie, le système politique, il est complètement verrouillé, complètement sclérosé. Il dit, bon, maintenant on va arrêter. On va avoir une économie, enfin, un système politique, on va supprimer le Sénat, réduire le nombre de parlementaires. Moi, je pense que le peuple aurait dû dire oui. Non. 60% de non. C'est un truc de fou. Ils ne veulent pas. Non, on ne veut pas. Vous voyez, parce que c'est le problème du référendum. En fait, on ne répond pas à la question posée. Et le pauvre Matteo Renzi, il n'a pas démérité. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que justement, il y a un taux de chômage encore trop élevé, effectivement, en Italie. Et derrière, regardez, là, je vous ai mis l'état du PIB aujourd'hui par rapport au PIB, donc de la richesse qui prévalait avant la crise, donc en 2008. Alors nous, bonne nouvelle, c'est que nous, on est au-dessus, on est à 4%, donc c'est ce qui fait les 0,4% par an. Mais regardez les Italiens, 7,7% en deçà de leur niveau de 2008. C'est horrible. C'est-à-dire, alors je ne parle même pas de la Grèce, quasiment 27% en deçà. C'est-à-dire, quand vont-ils retrouver leur niveau de richesse juste de 2008? Peut-être dans 10 ans. Vous vous rendez compte? L'effondrement. Et ça, il y a deux grandes leçons là. Quand on ne réforme pas, comme en Grèce, tôt ou tard, la sanction, elle tombe. Alors, parfois tard, mais elle tombe quand même. Et si après, on répond à ça par de la rigueur bête et méchante, ça ne marche pas non plus. C'est pourquoi la rigueur simple, non. Il faut de la confiture pour faire passer la pilule. C'est d'ailleurs pourquoi je suis contre la hausse du taux de TVA, je vais en parler tout de suite, hein, que préconise notamment M. Fillon. Et évidemment, ce taux de chômage qui, évidemment, malheureusement, reste encore beaucoup trop élevé. C'est pourquoi les peuples n'en peuvent plus. Si j'ai un chômage pareil, on ne peut plus. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'heureusement, maintenant, l'euro baisse, notamment face au dollar. Donc là, c'est l'euro, donc c'est en échelle inversée. Donc quand la courbe bleue monte avec l'euro baisse, donc ça va soutenir la croissance. Donc là, heureusement, on va résister sur une croissance d'environ 1,7% dans la zone euro. Et nous, maintenant, nous les Français, qu'est-ce qu'on devient dans tout ça? Eh bien, c'est pas génial.
C'est-à-dire que vous voyez que malheureusement, on est toujours derrière les Allemands, alors qu'on était toujours devant. Jusqu'en 2002, vous voyez, là encore une fois un exemple. Jusqu'en 2002, on était tout le temps devant les Allemands, en termes de croissance. Puis 2002, crise en Allemagne, Schröder dit, allez, je m'en fiche de ne pas être élu, mais je vais faire les réformes. Et il y va. Et il sauve l'Allemagne. Et nous, non. Tout va bien. Et donc maintenant, c'est fini. On est constamment derrière, nous c'est là en courbe bleue, hein, derrière effectivement l'Allemagne. Et bien entendu, ceci a des conséquences sur le chômage. Alors là, vous voyez, je vous ai mis toutes les catégories de chômeurs, la catégorie A, etc. Bon, peu importe. Si on regarde toutes les catégories, on a plus de 6,5 millions de chômeurs. C'est ça l'état de la France aujourd'hui. C'est ça qu'il faut arrêter. Vous comprenez? Et ça, c'est pas que des chômeurs qui sont arrivés là comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de croissance. Et c'est ça qui est très douloureux. Regardez le chômage des jeunes, j'ai évoqué tout à l'heure pendant le débat. Taux de chômage des jeunes, 25%. C'est inadmissible. Avec tout ce qu'on a mis comme moyen financier pour lutter contre le chômage des jeunes, on a encore 25%. Mais pourquoi? Parce que justement, on a des soins palliatifs. Une fois que le mal est là, on dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les jeunes? Allez, tiens, on va vous donner des aides. Mais les jeunes, ils ne veulent pas des aides, ils veulent un vrai boulot. Et après, on crée ce qu'on appelle des poches à précarité. Tu as moins de 25 ans, allez au chômage. Enfin, emploi jeune, ce qui est pareil. Non. Vous comprenez? Donc il faut effectivement les sortir. Dans les cités HLM, dont je suis issu, moi j'ai grandi dans une cité HLM à Orly, banlieue parisienne, j'ai réussi à m'en sortir. Mais pour combien qui sont restés? Aujourd'hui, le taux de chômage des jeunes, il est à 60% dans les cités HLM. Comment vous voulez qu'après ils restent dans la filière normale? Non. Donc là, il faut raisonner. Vous voyez le climat des affaires, c'est vous qui répondez là. Hein. Ça ne bouge pas trop, c'est mou, effectivement. Et en plus, ce que vous voyez tout à l'heure, le dernier excédent public en France, c'est ce petit truc bleu là. Ouais, hop, 0,4% en 1974. Depuis, que des déficits. Ah, c'est beau, hein. Et dette publique, bientôt 100% du PIB. Et on me dit encore, mais c'est pas grave, 100%, on peut continuer. Regardez, au Japon, ils sont à 250. Ok. Sauf qu'au Japon, ils financent leurs dettes à 97% par des fonds japonais. Que nous, on a besoin à 60% de fonds étrangers. C'est ça qu'il faut comprendre. Si demain, on sort de la zone euro, tout ça, on ne l'aura plus. Il faut en être conscient de ça. Les taux vont monter, les taux d'intérêt à long terme vont monter à 10%, 15%, 20%. Alors on me dit, mais c'est pas grave. Parce qu'de toute façon, on ne va pas rembourser la dette. On va couper la dette. Oui, mais qui détient la dette? C'est nous, hein. Vous avez tous de l'assurance vie parmi vous, j'imagine. Peut-être pas tous, mais une partie. Si demain je ne rembourse pas ma dette, on va perdre de l'argent. D'ailleurs, pour tout vous dire, je vous fais un petit conseil d'amis, n'achetez pas de dette publique. N'achetez pas de bons du Trésor de l'État français. Trop dangereux. C'est pire que les subprimes, si vous voulez. Parce que oui, les subprimes, au moins, il y avait un rendement élevé. Que là, non seulement c'est dangereux, et en plus, j'ai un rendement à 0,2%. Il y a encore quelques mois, on avait des taux d'intérêt négatifs. C'est un truc de fou. Alors, j'ai posé une question à un investisseur, un grand investisseur, bref, je ne sais pas à qui, mais je dis, mais pourquoi vous achetez des taux d'intérêt, des obligations à taux négatif? Parce que vous allez perdre de l'argent. Il me dit, oui, mais au moins, comme ça, on va savoir combien on perd. Voilà. Pas bête. Vous voyez? Ah oui. Donc, n'achetez pas. Investissez dans vos entreprises, au moins vous savez où va l'argent, parce que là, vous ne savez pas où elle va. Eh oui, vous ne savez pas où elle va. Parce qu'encore une fois, 57% de dépenses publiques par rapport au PIB, moi, ça ne me dérange pas. Si en échange, j'ai 4% de croissance, alors là, oui, au diable l'avarice, on y va. Mais je vous l'ai dit, j'ai 0,4% de croissance. Vous voyez, la virgule, elle n'est pas au bon endroit. Donc ça ne marche pas. Vous voyez. Et ce n'est pas être libéral, parce que moi, tu vois, on me traite, entre guillemets, de méchant libéral. Pas libéral, je veux juste la vérité. Et regardez ce tableau, j'ai pris encore les Anglais comme comparatif, mais regardez, juste une image. Classement mondial en termes de PIB par habitant. Moi, j'ai fini. Nous étions, nous les Français, en 95, 12e. C'est bien. Les Anglais étaient 18e. Tant mieux. Non, je plaisante. Ils sont combien aujourd'hui? 14e. Nous, on est combien? 22e. Il faut arrêter. Vous comprenez? Là je ne me compare pas à la Chine, je me compare au Royaume-Uni. Vous comprenez? Donc, voilà. Ce n'est pas être décliniste que de dire ça, ou déclinologue, c'est dire la vérité. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, les mesures, elles sont là. J'en avance 7, il y en a d'autres, mais ça, c'est les plus importantes. On les a évoquées toute la journée. Baisser les impôts pour tous. Bien sûr, l'IS, mais simple, parce que le CICE, machin, ça, crédit impôt recherche, c'est de l'arnaque. Après, on vous retoque, etc., et vous avez redressement fiscal, reste tomber. Non, on baisse l'IS, c'est simple.
Il faut aussi baisser pour les ménages. La CSG, par exemple. Moi, je suis pour une baisse de la CSG. Vous verrez dans le livre, j'ai fait les calculs, 30 milliards d'euros, c'est finançable. Et là, tous les Français, ils voient qu'ils ont un petit plus sur la fiche de paye. Donc ça crée du lien social. Pareil, évidemment, pour faire ça, il faut aussi réduire les dépenses. Je ne reviens pas, les dépenses de fonctionnement notamment, qui ont augmenté de 100 milliards d'euros depuis 12 ans. Réduire le coût du travail, on en a parlé. Un marché du travail plus flexible. 35 heures obligatoires, il faut arrêter. Innover, bien sûr. Avoir un financement plus facile. Il faut assouplir les conditions des banques pour financer les entreprises. Hein, c'est beaucoup trop rigide ce qu'ont fait notamment les Américains ou les Anglais. Et bien sûr, développer la culture économique. Ça, c'est extrêmement important parce que tout ça, quand je dis ça, on me dit « Oh là, t'es un libéral ». Non, ça c'est du bon sens économique. C'est pas du libéralisme, du bon sens économique. Et donc nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait, nous, entreprises, vous? Eh bien, il faut constamment développer des stratégies anti-crise. Il y en a plusieurs, j'en mets 4 en avant. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui font déjà, vous faites déjà. 1, stratégie de niche, sur des produits, des services qu'on est les seuls à faire et pour lesquels on a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, 2, il faut le faire savoir. Deuxième stratégie, communiquer sur nos niches. On crée une différence, on crée un besoin. Troisième stratégie, l'innovation. Bien sûr, la R&D, la high-tech, mais pas seulement. On peut innover partout, dans la gestion des clients, dans la gestion des stocks, dans les relations qu'on peut avoir avec les banques, les fournisseurs, etc. Tout le temps avoir cet esprit où je peux innover. Et on crée une différence, on crée une dynamique. Et dernier point, un développement international, parce que justement, là, à ce moment-là, on profiterait d'une croissance mondiale qui est forte. Et juste pour terminer les derniers slides, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, l'intrapreneuriat, l'humain, hein, Madame l'évoquait tout à l'heure, effectivement, il est au centre des préoccupations. Et c'est notre responsabilité. Ne comptez pas sur l'éducation nationale ou sur les politiques pour développer la culture économique. Ils n'y ont pas intérêt. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais des fois, on m'en veut. On m'en veut. Des journalistes, des économistes, ils m'en veulent. Une fois, un économiste m'a dit, écoute, Marc, il faut que tu arrêtes. Je dis quoi? Il me dit, tu n'es pas assez académique. On te comprend trop quand tu parles. Je comprends, nous, les économistes, il faut mettre une distance avec les gens. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous embrouiller pour pas qu'on comprenne. Donc je dis non, je lui dis, tu n'as rien compris. Il faut démocratiser l'économie. Et vous pouvez le faire dans vos entreprises. Et là, on pourra effectivement faire des réformes. Voilà. Ce que je voulais vous dire, simplement pour terminer, tout ça, bien sûr, c'est bien beau, vous allez me dire, ça fera de la croissance, mais la croissance n'est pas une fin en soi. Le PIB n'est pas le but ultime. D'ailleurs, vous savez qu'en France, maintenant, on ne parle plus de PIB. Non, le PIB, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le BIB. Le bonheur intérieur brut. Voilà. En France, on est heureux. C'est vrai qu'on est heureux, pour l'instant. Hein, puis c'est un coût quand même, ce bonheur. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour avoir généralement un peu de bonheur, il faut un peu de PIB avant, il faut un peu de revenus avant. Hein. Oui, c'est comme les 35 heures. On me dit, oui, mais on aura plus de loisirs. D'accord, mais si je n'ai pas de revenus, qu'est-ce que je fais pendant mes loisirs? Je regarde la télé. Bon, c'est bien, mais quand même. Donc voilà, c'est ça le but du jeu. Si j'ai plus de croissance, j'ai plus d'emplois. Il n'y a pas d'emploi sans croissance. Si j'ai plus d'emplois, j'ai plus de revenus. Si j'ai plus de revenus, j'ai plus de consommation, plus d'investissement, plus de business pour nous aussi. On n'est pas que des philanthropes. Donc si j'ai plus de revenus, de consommation, d'investissement, d'emploi, j'ai donc tout simplement plus de réalisation économique, puisque c'est le mot à la mode, j'ai donc tout simplement plus de bien-être ou plus de bonheur économique. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc. Marc Toati. Merci. Merci Marc Toati. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. On va demander au président de l'Union 35, sous un générique et vos applaudissements. Sous un générique et les applaudissements, de venir nous rejoindre. Philippe Jolivet. Et je demande aux membres du bureau, s'il vous plaît, de bien vouloir monter et accompagner Philippe. Stéphane. Les membres du bureau. Benoît. Olivier. Merci en tout cas au public, merci à l'ensemble des intervenants pour cette plénière de l'UE 35 qui était vraiment très riche. Philippe, vous avez vécu de quelle manière les tables rondes, les interventions, la conférence de Marc Toati, alors que le bureau de l'UE 35 vient vous entourer, Président? Ce que j'ai entendu, c'est bien les valeurs qu'on trouve dans l'entreprise, hein, de l'humanité, du bon sens, des salariés qui ne sont pas du tout dans la lutte des classes, et donner du sens au projet, nous disait Frédéric.
Nos aînés, il y a 70 ans, étaient dans une situation très difficile. Il n'y avait pas de matières premières, il y avait une France en ruine. Et ils ont réussi à se mobiliser. Ils ont créé nos organismes de sécurité sociale. Ils ont créé l'Union des entreprises, dans lequel ils ont rassemblé les fédérations, les syndicats, la CGPME, mais aussi le CNPF qui est devenu le MEDEF. Et ils se sont retroussés les manches et ils ont gagné. On a fait les 30 glorieuses. Je pense qu'aujourd'hui, on est aussi à un croisement. On l'a entendu dans nos intervenants. Et on a essayé de vous dérouler ça sur 3 ans. On a dit que les recettes du passé ne feraient pas la croissance de demain. C'était il y a 3 ans. On a essayé d'expliquer comment le numérique était en train de complètement bousculer nos entreprises. On l'a entendu tout au long de la soirée. Et ce soir, on a bien identifié qu'il fallait que nos entreprises soient collaboratrices et compétitives. Et comme dit Pierre Gattaz, il faut 3 qualités pour nos entreprises, enfin un terreau avec 3 qualités, l'agilité, ça aussi on l'a entendu, visibilité, et puis surtout de la bienveillance pour nous les chefs d'entreprise, pour nos entreprises et nos salariés qui sont dans les entreprises. Alors il y a un point qui a à peine été évoqué, mais on essaiera l'année prochaine de bien le travailler, c'est le problème de l'Europe. Et je vous invite tous en octobre l'année prochaine à voir ce qu'on est allé voir avec le MEDEF Bretagne, découvrir l'Europe de l'intérieur et surtout l'ambassade de France auprès de Bruxelles. Et là, vous comprendrez les travailleurs détachés. Vous comprendrez que la politique de la France, elle se fait en grande partie à l'Europe. Et le dernier mot, je voulais vous dire, le changement, c'est vraiment maintenant. Merci. Merci Philippe. C'est le mot de la fin à présent ? Il reste un petit mot quand même. Il reste un petit mot. Le changement, c'est vraiment maintenant aussi. Donc vous m'avez, le comité directeur, donc l'ensemble des adhérents, m'a élu il y a 3 ans pour diriger l'Union des entreprises. Je suis assez fier de ce que j'ai fait, je peux le dire. Par contre, moi j'ai été dans une école qui s'appelle le CJD et où le mandat unique est mis en avant. Pourquoi ? Parce que changer l'attelage, ça permet de redonner une dynamique. Passer les projets qu'on a pu lancer au filtre d'autres personnes. Et troisièmement, avoir quand même une continuité, ce qu'on a connu. J'ai donc pris la décision, mais je crois que c'est pas un secret puisque j'ai communiqué au comité directeur que je ne me représenterai pas en janvier 2017. J'ai lancé au comité directeur un appel à la candidature qui se terminait hier soir et aujourd'hui, nous avons un candidat qui se présentera donc au comité directeur de fin janvier avec un projet et une équipe. Et je remercie Hervé Karmarek d'avoir accepté de prendre la suite et de mettre de l'énergie dans l'UE 35. Hervé, avant de conclure, je tiens quand même aussi à remercier, qu'il s'agisse de Philippe, d'Hervé et l'ensemble des personnes de l'UE, parce que lorsque l'on est journaliste, on est là pour comprendre et décrypter les choses. Et avec les autres rédactions de la place, c'est toujours quelque chose de très important pour nous d'explorer, à l'occasion des rencontres internationales, ces pays, année après année, pour comprendre, s'intéresser à l'économie, pour redonner à nos téléspectateurs. Merci Philippe pour ces années de présidence, comme il y a eu Joël Chérital avant et Hervé Kermarek très certainement demain. Merci de faire ce travail de pédagogie pour nos téléspectateurs ou pour les lecteurs de nos amis de Ouest France ou du journal des entreprises. Merci en tout cas, je voulais vous le dire, parce que c'est un plaisir aussi de travailler en pleine confiance. Hervé Kermarek. Je vais prolonger les remerciements. D'abord, un grand merci à Yann, parce que la soirée de ce soir, c'est lui. Et nos invités ont une parole, mais il est quand même allé les chercher avec les dents. Deuxièmement, merci à Hervé, merci à toi Stéphane. Et puis je voudrais remercier beaucoup l'équipe, parce que
Vous avez été très nombreux et ce soir, ils ont été énormément sous pression. Donc merci à toute l'équipe de l'UE35 qui n'a pas pris d'Orion, mais merci à vous les filles. Hervé Kermarek. Je n'avais pas préparé de discours, mais simplement dire combien cette institution est une belle maison, combien Philippe, tu l'as fait grandir comme tes prédécesseurs, et je relève le défi de faire aussi bien que vous avez fait. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a encore beaucoup de travail à parcourir, et je m'efforcerai, si le comité directeur veut bien accepter ma candidature et m'élire comme président de l'Union des entreprises 35, faire en sorte que l'histoire que vous avez écrite, elle se continue. Mais je crois que celui qui avait surtout un mot à dire ce soir, c'était Bruno. Merci, bravo. En écoutant Philippe, je me disais qu'en fait, un président devrait plus souvent dire ça. À l'heure où les présidents sont battus, sont poussés dehors, obligés de se résigner, là, il y a quelqu'un qui prend une décision libre, qui dit « j'ai postulé pour un mandat de 3 ans, j'ai fait mes 3 ans et je m'en vais ». Je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable de respecter cet engagement. Au nom de l'équipe du bureau, qui m'a chargé de dire ces quelques mots, je tenais à te remercier. Te remercier à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme parce que on a tous utilisé ce soir, vous avez tous utilisé les termes de bienveillance, de confiance, de transparence. C'est sous ces termes-là que notre équipe a fonctionné. Tu as su privilégier le collectif. Et nous nous en sommes vraiment très reconnaissants et nous en sommes très heureux. Il y avait du pragmatisme. Et sur le plan formel, c'était une relation très agréable. Sur le plan du fond, Philippe Jolivet, quand il s'est présenté, il avait quelques objectifs très clairs. C'était faire vivre l'interprofessionnalité. Et cette interprofessionnalité que représente l'Union des entreprises, il l'a fait vivre au quotidien en rencontrant toutes les fédérations. Et c'est quelque chose qui lui tenait réellement à cœur. Tu as défendu les intérêts de l'économie rennaise et l'action que nous avons menée en faveur de l'indemnisation des commerçants qui étaient agressés au moment des manifestations de la loi El Khomri, eh bien, c'est un mouvement qui a été fait en collaboration avec la Chambre de commerce. Et là encore, il y a eu, dans cet esprit, dans le cadre des élections de la Chambre de commerce, cet esprit de fédération, de fédérer des énergies, de faire en sorte que tous ceux qui veulent la réussite des entreprises de nos territoires se donnent la main pour faire en sorte que cela fonctionne. Donc sur le fond, c'est un magnifique mandat. L'Union des entreprises, et cela nous a encore été dit tout à l'heure par les représentants du MEDEF qui étaient là, est certainement une des institutions départementales qui fonctionne le mieux. Je crois que tu as dit tout à l'heure que tu étais fier, et c'est à juste titre que tu en es fier. Si tu en es fier, c'est aussi par l'héritage de tes aînés. Dans la salle, il y a Patrick Carré, il y a Henri Chevet, il y a Joël Chéritel. C'est évidemment le travail conjugué de ceux-ci et également de leurs prédécesseurs qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une union forte. Donc, bravo Philippe, merci de nous avoir associés à ce travail. Et tu as d'ailleurs été identifié par Pierre Gattaz, puisque tu as été nommé au comité exécutif, ce qui est rare pour un président de comité de fédération départementale. Donc tout ça, c'était de notre part la volonté de te dire merci. On te le dira dans d'autres circonstances, mais devant ce public ce soir, on voulait collectivement te remercier. Tu conclus ? Voilà, écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette plénière de l'UE35. Merci à mon ami Hervé. Stéphane. Merci pour cette confiance à nouveau cette année. Merci, bonne soirée à tous. Le cocktail vous attend bien évidemment. Merci. Merci à vous.